À chaque fois dans les histoires, les antagonistes redoublent de créativité pour stalker leurs victimes. Et ce soir, vous allez voir une des manières les plus originales que vous ayez entendues jusque-là. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on a l'immense plaisir de vous retrouver pour ce dernier thread d'horreur avant le 100e dans ce décor. Et oui, parce que c'est vraiment l'avant-dernier épisode qu'on tourne des threads d'horreur, c'est vraiment super cool, c'est ouf de dire qu'on en est là. C'est quand même assez symbolique pour nous, les plus anciens d'entre vous ont connu tous les décors qu'on a fait, et d'ailleurs pour le 100e, il risque d'y avoir quelques changements, on vous dit rien. Bon, c'est quand même l'occasion de tous vous remercier, on vous dit merci d'être là, merci pour votre soutien, c'est vraiment super cool, c'est grâce à vous en fait finalement qu'on est là. En tout cas, on espère que le 100e épisode va vous plaire, ne vous en faites pas, il y en aura encore bien d'autres. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'aventure, c'est la première vidéo que vous regardez, ou si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos. C'est juste en bas de la vidéo, ça se fait en un clic. N'hésitez pas également à rejoindre tous nos réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran, et notamment le Discord pour venir parler en direct avec nous. Et d'ailleurs, c'est super cool parce que ce soir, par exemple, on organise un petit event, un petit jeu avec tous les membres de la commu qui sont partants, donc ça va être vraiment super cool. On a hâte de faire ça et de vous rencontrer tous un petit peu plus, mais en attendant, on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Johan et elle s'est passée il y a assez longtemps quand même, il y a 10 ans, et jusque là il n'a jamais eu le courage de la raconter parce que clairement il était dans le déni et il a presque du mal à réaliser que c'est vraiment arrivé. Johan, il a 20 ans et il a un caractère un petit peu spécifique et il insiste là-dessus, il a énormément la flemme, il a vraiment la flemme pour tout. Par exemple, il avait énormément la flemme de bosser pour payer ses études, il avait la flemme de sortir, bref, en gros, il nous dit que tout ce qu'il voulait c'était jouer et voir ses potes. C'était certainement une période de sa vie qui n'allait pas forcément très bien. Un soir, alors que c'était le week-end, il y a un pote à lui qui va l'inviter à une soirée et clairement, encore une fois, il a la giga flemme d'y aller. Mais bon, son pote, il va essayer de le convaincre, il va lui dire qu'il y aura de l'alcool, qu'il va bien s'amuser, etc. Et ça va réussir à le convaincre et à surpasser sa fameuse flemme. Et bon, en vrai, il ne regrette pas du tout d'y être allé, il s'amuse beaucoup, il ne nous le cache pas, il a quand même bu pas mal d'alcool, d'ailleurs faites attention à vous. Et au bout d'un moment, il va même se passer quelque chose d'assez cool, il va voir une fille qui lui plaît énormément. Cette fille, elle s'appelle Emma, ils sont dans la même fac et franchement, elle est physiquement parfaite pour lui. Il l'adore et il a juste une envie, c'est parler avec elle. Et heureusement pour lui, c'est ce qui va arriver, ils vont commencer à discuter et elle va même lui dire qu'elle ne comprend pas pourquoi ils se sont pas parlé avant, sachant qu'ils étaient dans la même fac. Elle commence à parler d'elle, lui il est super content et va venir le moment où lui doit parler de lui et là il a un petit peu honte de lui dire que voilà, c'est le genre de personne qui a la flemme de faire un petit peu tout et donc il va inventer des choses. Il va commencer à dire qu'en fait il était souvent chez lui parce qu'il travaillait de chez lui et aussi parce qu'il devait s'occuper de sa grand-mère et il va même dire qu'il est dans une association humanitaire et elle va kiffer, elle va le trouver super passionnant et franchement ça passe trop bien, lui il est hyper content. Emma va même lui dire qu'elle était super contente et que ça changeait de son ex qui était clairement un gros flemmard qui ne bougeait jamais et qui ne pensait qu'à jouer aux jeux vidéo et à faire de la muscu. Et clairement Johan ça le fait trop rire intérieurement mais il essaie de le cacher et il reste sérieux malgré tout. Mais bon, plus les discussions vont avancer, plus il va se sentir mal de lui mentir comme ça. Donc au bout d'un moment, il va s'éloigner un petit peu, il va aller aux toilettes et il va envoyer un message à sa meilleure amie pour lui demander des conseils. Et un petit détail qu'il faut savoir sur là où ils habitent, à ce moment-là, il y avait énormément d'inondations, il y avait aussi des grandes crues. Et à ce moment-là, il va même y avoir une grosse fuite parce que l'eau va remonter des toilettes et il va y en avoir partout dans la maison. Et donc celui qui a organisé la soirée va demander à tout le monde de partir pour réparer les dégâts. Johan est donc maintenant rentré chez lui, mais là il pense à un truc, il n'a pas pris le numéro de Emma, il ne sait donc pas comment la recontacter, mais ensuite il va se rappeler qu'ils sont dans la même fac et donc il se dit qu'il va certainement la revoir. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs les jours suivants, il va essayer de la chercher mais il ne la trouve pas, mais bon il se rend compte quand même de quelque chose, c'est que sa flemme s'en va à chaque fois qu'il pense à elle et c'est plutôt bon signe. Mais lui, il est complètement déter, il n'abandonne pas et donc il va demander à un pote à lui de lui donner son numéro, mais son pote va refuser en lui donnant une justification assez bizarre, il va lui dire qu'elle est toxique. Lui vraiment ça l'embête un peu, surtout qu'il s'était donné du mal, il avait renoué les contacts avec sa grand-mère et il s'était même inscrit dans une association humanitaire pour avoir un alibi et justifier tout ce qu'il lui avait dit à la soirée. Et c'est finalement après 10 jours qu'il va retomber totalement au hasard sur elle et là c'est le coup de foudre immédiat. Ils vont se parler un petit peu et en fait elle va lui dire qu'elle n'était pas venue à la fac parce que son ex-copain Jordan était assez violent, il était même méchant et il ne voulait pas qu'elle sorte de chez eux, ce qui est assez bizarre.
Johan fait mine de la comprendre, il va un petit peu faire son psychologue étant donné que maintenant il est dans une association humanitaire. Il va même lui dire qu'il est assez bien bâti pour la défendre si elle veut. Il va lui dire qu'il comprend les profondeurs de l'âme humaine. Bref, il va tout sortir, il fait la totale, il donne toutes ses cartes pour essayer de la séduire. Même si au fond de lui, il se rappelle de tous les moments où sa grand-mère l'appelait pour avoir des nouvelles, mais que ça le saoulait parce qu'il était en pleine partie de Fortnite. Un grand ouf ce type. Et sa stratégie va plutôt bien marcher parce que plusieurs fois Emma, après les cours, elle va aller chez lui. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il ne savait pas, c'est que son ex-copain Jordan la suivait quasiment tout le temps. Et en plus, en le regardant de loin, il se rend compte que Jordan n'est pas un type classique, c'est un gars qui est ultra musclé, il a presque l'air d'être sous stéroïdes. En plus de ça, il a un air vraiment mauvais sur le visage, bref, vous l'aurez compris, Johan ne le sent pas du tout. Bref, revenons à un soir où il est à peu près 20 h, Mathilde est chez Johan et à ce moment-là, elle doit partir parce qu'elle doit réviser et lui doit aller à la Croix-Rouge, mais finalement il ne va pas y aller parce que bien sûr, il a la flemme et qu'il va jouer aux jeux vidéo. Johan est refait, il va passer sa meilleure soirée, il se met en chaussettes, il éteint les lumières pour se mettre dans l'ambiance et au moment où il commence à jouer, il entend quelqu'un toquer à la porte. Bon, il ne se méfie pas du tout, il n'a même pas de Judas, d'ailleurs il ne pense même pas à regarder parce qu'il ne lui est jamais rien arrivé. Il va donc ouvrir la porte franchement, et là il tombe nez à nez face à Jordan qui a une batte de baseball dans la main. Ni une, ni deux, Jordan commence à lui hurler dessus, il commence à l'insulter, il commence à lui dire d'arrêter de voir Emma à tout prix parce que sinon il allait le défoncer et qu'il allait aussi aller à son travail à la Croix-Rouge pour défoncer tout ce que Jordan connaissait. Il était clairement fou à ce moment-là de colère et Johan savait très bien qu'il allait rentrer pour tout défoncer et donc là il va élaborer une stratégie de génie. Il va faire mine de regarder derrière Jordan et de dire à Emma de courir et à ce moment-là, pendant ce petit instant où Jordan va se retourner, il va lui fermer la porte au nez. Vous l'aurez deviné, Jordan devient encore plus fou, il commence à s'acharner sur la porte d'entrée mais heureusement elle est solide et elle ne va pas céder du tout. Au bout d'un moment, Johan se rend compte qu'il n'y a plus de bruit, il commence donc à réfléchir, à regarder un petit peu autour de lui et là, il va tout de suite regarder le balcon. Et moins d'une seconde après, il entend un gros boom et il se rend en fait compte que Jordan a sauté du 3e étage, là où il y avait la porte de secours jusqu'au 3e étage, là où il y avait son balcon. Johan ne réfléchit pas, il prend son téléphone, il compose le numéro de la police et il sort de son appartement en courant le plus vite possible. En courant, Johan entend que Jordan a déjà réussi à casser la vitre de son balcon et qu'il est maintenant dans son appartement. Johan sort de l'appartement le plus vite possible en expliquant toute la situation à la police et heureusement ils vont lui dire qu'ils vont envoyer une patrouille. Lorsque Johan se retrouve dehors, il ne sait plus trop où aller, il va donc se cacher sous une voiture en attendant la police. Finalement, après de longs moments, la police va enfin arriver et malheureusement Jordan a déjà fui très loin, la police ne va même pas essayer de le retrouver. On l'imagine tous, les jours suivants vont être très durs pour Johan, il va avoir une très grosse peur de rentrer chez lui, il va passer beaucoup de temps à la fac, à la Croix-Rouge et chez sa grand-mère. Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est que sa copine Emma va essayer de le convaincre de se calmer, de lui dire qu'au fond, Jordan il était pas si méchant que ça, et elle va même lui demander de retirer sa plainte. Mais pendant tout ce temps, il va se passer des choses très étranges, il va avoir des coups de fil anonymes, il va y avoir des papiers qui se sont mis devant chez lui, et même un jour, il va y avoir un pigeon mort devant l'entrée. Johan sait très bien ce que ça veut dire, il sait très bien que c'est Jordan qui est en train de faire ça et qui est en train de le menacer clairement. Et à la fin de l'année, Johan ne supporte plus et il va donc quitter Emma et il va même quitter la ville. Il a maintenant déménagé à 600 km de chez lui, il est dans un petit appart et la dernière chose qu'il finit par nous dire, c'est qu'il a clairement la flemme de sortir. La deuxième histoire est plutôt originale, c'est celle de Marie, et malheureusement, au moment où elle nous la raconte, elle sort tout juste de son divorce. Enfin, quand on dit qu'elle sort de son divorce, pas vraiment, parce qu'elle est en pleine poursuite judiciaire, il y a plein de soucis, notamment avec la garde des enfants, bref, c'est vraiment un bordel monstre. Et à travers tout ce brouhaha judiciaire, à travers tout ce flou et toutes ces incertitudes, Marie et du coup son ex-mari avaient énormément de collègues et d'amis en commun, et chacun va commencer à choisir un petit peu un camp. Et parmi toutes ces personnes, il y a un collègue en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Paul, que Marie ne connaît pas vraiment, mais pour une raison ou pour une autre, il va plutôt se ranger de son côté. Et d'ailleurs c'est vraiment une aubaine pour Marie, parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont commencer à faire connaissance, elle va se rendre compte qu'il y a plein de preuves contre son ex-mari, et du coup ça va plutôt l'aider dans les affaires judiciaires, à avoir plutôt la garde des enfants, à gagner plusieurs procès, etc.
Bon, va s'en suivre une relation un petit peu bizarre où Marie ne le connaît toujours pas vraiment et lui il l'appelle assez souvent quand même pour s'assurer que tout allait bien, bref c'est un peu bizarre. Mais bon, jusque là, Paul est vraiment super bien attentionné et surtout qu'il est un peu plus âgé que Marie, il va lui dire que malheureusement il était lui aussi passé par des divorces, qu'il avait de l'expérience dans ce domaine-là et que du coup tout allait bien aller, qu'il allait l'aider au maximum. Bon, malgré toute sa gentillesse, Marie est un peu sur sa réserve, elle a un petit peu de mal à faire confiance aux gens et du coup elle va quand même essayer de mettre les choses au clair avec Paul en lui disant que tout ce qu'elle voulait c'était simplement une relation amicale pour que tout soit clair entre eux. Bien entendu, tout est ok pour Paul, ça va absolument pas le déranger et d'ailleurs il ne voulait rien d'autre et il va continuer à être là pour Marie dans tous les moments difficiles à chaque fois qu'elle avait besoin d'aide, notamment une fois où il aura besoin que quelqu'un garde son fils, Paul va se proposer directement, il va également faire des petites courses pour elle lorsqu'elle pouvait pas, bref il est super amical. Au fur et à mesure des mois qui passent, Paul est toujours là, il est super aimable et super présent et d'ailleurs il va même commencer à agir un peu bizarrement, notamment à se pointer un petit peu chez Marie sans prévenir à l'avance. Paul va également sans raison apparente faire beaucoup de cadeaux au fils de Marie, bref tout ça c'est un petit peu gelou, il va également l'appeler en pleine nuit, ce qui va vraiment saouler Marie, mais bon à ce moment là elle voulait vraiment pas se prendre la tête, surtout que le procès était vraiment très bientôt et du coup elle voulait pas se le mettre à dos. Mais bon, malgré tous ces aspects bizarres et tous ces aspects vraiment très intrusifs, Paul reste toujours très amical et toujours aimable, on peut toujours compter sur lui, il va également aider Marie à installer tout un système d'alarme sur sa maison. Et c'est le lendemain que les choses vont commencer à devenir vraiment cringe lorsque Paul va venir filer un coup de main à Marie pour repeindre l'appartement et là au fur et à mesure des discussions il va commencer à faire des remarques un peu bizarres, voire même très bizarres, en s'incluant un petit peu dans les décisions en disant on devrait faire ça comme si ça le concernait directement. Bon, malgré toute sa gentillesse, avec toute l'accumulation des événements et des choses un petit peu bizarres qui concernaient Paul, Marie va clairement trouver ça trop bizarre, ça va être un petit peu la fois de trop, et cette fois-ci, elle va inventer une excuse pour qu'ils doivent partir, parce que vraiment, c'était beaucoup trop, et à partir de ce moment, elle décide simplement de l'ignorer. On est d'accord avec vous, la transition est peut-être un petit peu brutale, mais Marie était vraiment sur ses gardes, elle avait du mal à lui faire confiance, et au fur et à mesure du temps qui passait, elle commençait vraiment à ressasser les événements, à se demander ce que Paul voulait vraiment, et elle va donc prendre la décision d'emmener son fils et elle-même chez ses parents pour pouvoir y passer un petit peu de temps pendant les prochaines semaines, histoire de ne pas trop le recroiser. Et après un petit laps de temps où Marie a pu se ressourcer auprès de ses parents et auprès de sa famille, elle va décider de retourner dans son appartement et voir que les choses se sont plutôt calmées. Le jour du retour, Marie est plutôt sereine mais complètement crevée, elle se décide donc à faire une sieste avec son fils. Sauf que une heure plus tard, elle se réveille soudainement et elle a vraiment une sensation bizarre dans le ventre. Elle n'arrive plus vraiment à se rendormir, mais au-delà de ça, elle a vraiment une mauvaise impression, elle a l'impression de ne pas être seule et en regardant autour d'elle, elle va remarquer quelque chose sur la table de chevet. En y regardant de plus près, elle y croit pas vraiment et en se frottant les yeux, elle va voir que c'est des fleurs en fait, notamment des roses et qu'il y a également un petit post-it qui est accompagné. Et sur ce fameux post-it, il y avait en fait des recommandations, comment il fallait prendre soin du rosier, là où il fallait le mettre, et en fait ça sonnait vraiment comme des instructions obligatoires à suivre, comme s'il s'agissait du rosier de quelqu'un dont il fallait faire vraiment attention. Marie se met à trembler, elle regarde tout autour d'elle, elle commence à devenir complètement parano, elle a super peur, surtout qu'elle a reconnu l'écriture, et vous aussi, il s'agit bien entendu de celle de Paul. Son cerveau se met à tourner à 1000 à l'heure, elle n'a absolument pas envie d'appeler la police, étant déjà en plein procès, donc elle sait pas quoi faire, elle se lève simplement pour aller à la salle de bain et s'asperger le visage d'eau. Et en arrivant dans la salle de bain, c'est une véritable scène de film, elle voit que partout sur le miroir et sur les murs, il y a énormément de post-it qui sont collés. Sur chacun des post-it, il y a des mots et des lettres d'amour qui semblent vraiment obsessionnels. Marie se sent vraiment acculée, se sent vraiment entourée et elle a vraiment très peur. Son esprit essaie vraiment de trouver une réponse rationnelle. Marie commence à se demander par où Paul avait pu rentrer et elle se demande s'il est passé par la porte de derrière. Elle va donc traverser une pièce pour pouvoir rejoindre cette fameuse porte et dans cette pièce, il y avait également énormément de post-it. Bon là, RIP nous, ça va être un petit peu dur à illustrer, mais quand on dit qu'il y a beaucoup de post-it, il y en a vraiment partout, plus d'une centaine, dans des endroits vraiment insolites, voire même un dans la cafetière. Ne sachant quoi faire, elle commence à rassembler les post-it histoire de les jeter pour ne plus les voir parce que ça l'effraie beaucoup trop. Elle se dirige même de la cuisine pour voir s'il y en avait d'autres et effectivement, elle va tomber sur un qui va vraiment lui glacer le sang. Parce que sur ce bout de papier, il est écrit « C'est vraiment mignon lorsque tu crois que je te vois pas ». Complètement paniquée, Marie regarde autour d'elle et en levant le regard vers le plafond, elle va avoir une révélation vraiment sordide. En l'aidant des mois plus tôt à installer tous les systèmes de sécurité et notamment les alarmes et les caméras de surveillance, Marie se rend compte qu'en fait Paul avait certainement gardé les mots de passe et que pendant tout ce temps il avait pu l'épier, sachant qu'il y avait des caméras de surveillance vraiment partout, notamment dans sa chambre.
Marie se sent vraiment acculée, elle ne veut vraiment pas avoir affaire à la police encore une fois. Du coup, sous le coup de la panique, elle va appeler son père et ensemble ils vont trouver une solution. Ils vont commencer à installer ensemble lorsqu'il va venir des chaînes à toutes les portes. Ils vont commencer à sécuriser un petit peu tous les endroits, également à changer le mot de passe des caméras de surveillance. Mais il subsiste encore une question, comment Paul était rentré la première fois, est-ce que c'était d'ailleurs la première fois? Et Marie va donc conclure qu'il avait certainement fait un double des clés parce qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. À partir de ce moment-là, Marie devient complètement parano, d'autant plus que Paul va revenir plusieurs fois, il va toquer à la porte avec acharnement en lui demandant de les laisser rentrer, mais Marie n'a absolument aucun moyen de déménager, elle ne sait plus où aller et du coup va s'en suivre une période vraiment terrible pour elle. Et un fameux soir, alors qu'il est 22h et que Marie se trouve toute seule chez elle, Paul va à nouveau venir, il va tambouriner à la porte une fois de plus et il va commencer à scander des choses vraiment incompréhensibles, notamment de dire que la maison lui appartenait et qu'elle devait le laisser rentrer à tout prix. Dans son délire obsessionnel, il ne va pas s'arrêter là, il va notamment créer énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir joindre Marie et tout ce genre de choses. Marie se demande vraiment lorsque ça va s'arrêter et au fil de semaines, heureusement, Paul commence visiblement à se lasser parce qu'elle ne va plus avoir de nouvelles. Et malgré le fait qu'il soit apparemment parti, Marie va se sentir toujours mal à l'aise chez elle, elle va se demander lorsqu'il va revenir, ça va vraiment lui pourrir la vie et du coup au fil des mois, dès qu'elle aura une occasion et dès qu'elle aura les moyens, elle va finir par déménager. Et au moment où on vous raconte cette histoire, ça fait déjà 2 ans qu'elle a déménagé, elle est devenue complètement parano à cause de cette histoire, elle ne poste plus aucune photo sur les réseaux sociaux, elle fait vraiment attention à son entourage, elle laisse vraiment personne de chelou rentrer dans sa vie privée. Bref, malgré tout ça, énormément de questions restent en suspens, notamment comment il était finalement rentré dans l'appartement, pendant combien de temps il l'avait épié, combien de temps il était resté chez elle à son insu. Vous l'aurez compris, énormément d'interrogations qui, malgré son déménagement, la font vivre dans sa peur. Et encore aujourd'hui, elle n'a qu'une seule crainte, c'est que ce fameux Paul vraiment bizarre la retrouve. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Nicolas qui a 14 ans, mais lorsque l'histoire se passe, il en avait 11. Lorsque l'histoire se passe, c'est une journée complètement banale, il a invité un pote à lui à venir dormir chez lui, et le soir, on vous prévient, ça va aller très vite, il se passe quelque chose d'assez étrange, les deux se sentent observés. Il est 23h, Nicolas s'en rappelle très bien parce que son père leur avait dit d'aller dormir à ce moment-là. Et dès qu'ils sont rentrés dans la chambre, ils ont senti que l'atmosphère était très étrange, à un tel point que son pote a refusé de dormir parce qu'il se sentait vraiment pas bien. Étant donné qu'ils ne savent pas comment faire et qu'en vrai ils ont tous les deux peur, ils vont trouver un compromis en se disant qu'ils allaient laisser la lumière allumée. Nicolas décide donc d'allumer la lumière de la veilleuse, mais petit détail, la prise se trouve juste à côté de la fenêtre qui est un petit peu ouverte étant donné qu'il faisait super chaud. Il prend donc le câble, parcourt le fil pour aller le brancher, et c'est là que, juste devant la fenêtre, il se rend compte qu'il y a une silhouette étrange derrière son rideau qui est tout fin. En un instant, le cerveau de Nicolas tourne à 1000 à l'heure, il va se dire que c'est peut-être son père qui leur faisait une blague, mais c'était impossible parce qu'il entend l'eau couler dans la douche et donc il se dit qu'il est forcément dans la salle de bain. Tout doucement, Nicolas se retourne vers son pote pour chercher du soutien, mais il ne va pas en trouver parce que tout ce qu'il va voir c'est un regard de panique étant donné qu'il avait vu exactement la même chose que lui. Une demi-seconde après, il va de nouveau se retourner vers la fenêtre et c'est là qu'il va voir une main rentrer dans la chambre et lui agripper le bras. Nicolas n'attend pas, il hurle de toutes ses forces, il essaye de se débattre, son pote va venir l'aider, il prend une figurine de Spider-Man et il essaye de taper l'individu avec mais sans grand succès. Et alors qu'ils sont tous les deux en train de se débattre pour leur vie, son père va enfin comprendre ce qui se passe, se précipiter vers la chambre et voir la silhouette qui essaye d'agripper son fils. Sans attendre, il se précipite vers la silhouette et essaye de le frapper de toutes ses forces et heureusement ça va marcher, l'homme va enfin lâcher prise. Tout le monde entend que l'homme est en train de s'enfuir et en train de partir de chez eux. Bien sûr, son père va tout de suite appeler la police et c'est là qu'ils vont tous se rendre compte que tout autour de la maison, il y avait plein de traces de pas. L'enquête s'arrête malheureusement là, on ne saura jamais qui était cet individu, mais en tout cas ça continue de terrifier Nicolas qui n'est toujours pas serein. Depuis ce jour-là, Nicolas ne dort plus jamais avec la fenêtre ouverte. Son père va d'ailleurs aussi acheter un chien une semaine après pour essayer de le rassurer. Avec cette affaire qui est déjà ultra flippante, il y a plein de questions qui sont en suspens. Qui était cette personne? Est-ce qu'elle voulait vraiment cibler ces deux enfants-là? Est-ce que ça faisait longtemps qu'il les surveillait? Il va aussi se demander comment il savait que les deux enfants étaient à ce moment-là tout seuls dans leur chambre. Il va aussi se demander ce qu'il voulait lui faire, est-ce qu'il voulait le kidnapper? Bref, plein de questions qui vont continuer à le hanter pour toujours. Ce qu'on a aimé dans cet épisode, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes d'histoires, des plus longues aux plus courtes, mais que chacun est vraiment impactant à sa manière.
D'ailleurs, la deuxième histoire avec le truc des post-it, nous personnellement c'est un truc qu'on n'avait absolument jamais vu, c'est vraiment du forcing absolu et du coup force à Marie qui en a été victime. On vous avoue que la première histoire nous a fait éclater de rire, vraiment était super bien racontée, était extrêmement drôle, c'était un peu dur de garder son sérieux parfois, vous verrez peut-être en bloopers, mais en tout cas on espère que ça vous a plu et pour la troisième histoire c'était vraiment super court et super intense comme on aime. Bref, c'était le petit débrief post-thread. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on répondra à tout et on lit tout à chaque fois. Encore une fois, c'est l'épisode numéro 99. C'est donc le dernier avant le 100e. Franchement, c'est grave émouvant. Ça fait très bizarre. Hein, c'est un palier quand même. Nous, on est super contents de faire toute cette aventure avec vous. Et on espère que vous serez là pour l'épisode 100. C'est clair, on vous attend nombreux et d'ailleurs si vous voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche, très important pour être notifié de toutes les sorties de vidéos. On vous met également tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran, notamment le Discord où on est vraiment super actif. Merci encore une fois pour toute cette belle aventure, merci de nous avoir écoutés ce soir et pour votre fidélité. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage. Yeah. Allez, done. La deuxième histoire est plutôt originale, c'est celle de Marie, et malheureusement, au moment où elle nous la raconte, elle sort tout juste de son divorce. Enfin, quand on dit qu'elle sort de son divorce, pas vraiment, parce qu'elle est en pleine poursuite judiciaire, il y a plein d'histoires à régler, notamment avec la garde des enfants, bref, j'allais dire vous connaissez. Je vous le souhaite pas. C'est Paul qui Gorbal. C'est notre collègue policier. Avec qui on a fait la filature, tu sais, on a arrêté un tueur en série juste avant-hier. T'as oublié ça? C'était hier. C'était trop bien en vrai. Si vous avez jamais arrêté de tueur en série, vraiment vous le conseille. Mais malheureusement ce n'est que les débuts de saison merde. Quand est-ce qu'on va manger aussi? C'est quand que tu manges toi? À quelle heure après du coup? Ah ouais? Putain, je vais essayer de manger un tout petit sandwich parce qu'il faut un sandwich vite fait avant de faire le truc. Première histoire que vous Il y a eu le mytho sur toute sa vie là. En plus il va vraiment le mytho, hein, tu vois. Il avait renoué avec sa grand-mère pour l'occasion, il s'est inscrit à des associations humanitaires pour rendre la libido avec Gouliati. Putain, déter quoi, pour un mec qui a la flemme, il a la pêche. Hein. Il est mon empathie en enseignant la profondeur de l'âme humaine. Après, il en avait rien à foutre. C'est exactement ce que j'ai dit à Mathieu, comme si j'ai été qualifié par la Croix-Rouge et que ma grand-mère a peur en me soulevant en pleine partie fournaille. Le petit soir, Mathilde a quitté mon appart volontaire, elle devait réviser et moi à la Croix-Rouge. On a toujours l'impression que les antagonistes trouvent des oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais une tête bizarre, je pense. Faut que t'évalues la bizarritude de ma tête. Tu m'as mis un dos d'honneur dans la dernière vidéo, espèce de bâtard. T'as où j'ai vu ça, j'étais choqué. J'ai ah ouais. Il a osé quand même.